Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour parler politique, mais pour parler Europe surtout, puisque vous avez publié très récemment La Grande Illusion. C'est votre journal secret. Secret, il ne l'est plus maintenant, du Brexit. 5 ans, 2016, 2020, 2021, puisque tout ça s'est arrêté à la fin de l'année avec The Clock is Ticking, cette horloge qui n'a cessé de tourner pendant ces 5 ans. Et c'était il y a 5 ans tout juste que l'Europe se réveillait avec le choix du Brexit la veille par les Anglais. Nous étions donc le 24 juin 2016, et moi quand j'ai appris ça le matin, c'était une bonne nouvelle pour moi, Michel Barnier, le Brexit. J'étais ravi, parce que je me disais, sans les Britanniques, nous allons pouvoir approfondir l'Europe. 5 ans après, j'ai raison. Regardez le plan de relance européen, l'emprunt européen, avec les Britanniques dans l'UE, on ne l'aurait jamais fait. Ils auraient mis leur veto. Leur départ a été pour moi une bonne nouvelle. Oui, ça c'est votre opinion et ce n'est pas la mienne. Je reste convaincu que le Brexit est un divorce. Comme tout divorce, il est douloureux. C'est un affaiblissement et aussi c'est un échec de l'Union européenne. Donc on a essayé d'ordonner ce divorce, si je puis dire, de faire qu'il ait le moins de conséquences possibles pour les citoyens, pour les pêcheurs, pour les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de conséquences dans un tel divorce. Et l'échec, il faut en tirer les leçons. Et est-ce que les Britanniques n'auraient pas été associés ou voulu s'associer à ce plan de relance? Ça, c'est pas sûr. Parce que le Covid a été d'une violence inouïe pour tout le monde. Il a provoqué tant de morts, tant de maladies, tant de solitude, tant de difficultés économiques. Ils étaient impactés comme nous, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense qu'ils auraient finalement trouvé un intérêt à participer à un plan de relance comme celui que les Européens ont été capables de lancer ensemble. Pourtant, les plus durs partisans du Brexit, Nigel Farage par exemple, le patron du UKIP, vous disait au début des négociations, après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Nous sommes après le Brexit, c'est lui qui n'existe plus. L'Union européenne est peut-être plus solide. Oui, mais je pense que ces nationalistes-là, parce que c'est un nationaliste Farage, en réseau avec d'autres nationalistes, Madame Le Pen, M. Salvini, M. Geert Wilders, ils ont le même projet, même s'ils en parlent moins aujourd'hui, qui est de détruire, avec l'aide de quelques forces extérieures, de détruire le projet européen. C'est pour ça que je parle d'échecs dont il faut tirer les leçons, parce que au-delà de Farage, qui est un nationaliste, au-delà des nostalgiques, nous en avons aussi quelques-uns chez nous, au-delà des certains investisseurs financiers qui voulaient se libérer des règles européennes, toutes ces élites à Londres ont utilisé la colère sociale, ont utilisé un sentiment populaire qui existe dans beaucoup de régions britanniques, le sentiment d'être abandonné, de ne plus avoir d'emploi, d'être isolé, d'une immigration mal maîtrisée, d'usines qui ont disparu. Il faut faire attention parce que ce sentiment, il existe de la même manière aujourd'hui chez nous, dans les régions. Il s'exprime soit par des votes extrêmes, soit par l'abstention, mais il existe encore, donc il faut lui répondre. Et il y a des réponses. Il y a des réponses à Bruxelles, elles ne sont pas toutes à Bruxelles, il y a des réponses à Paris pour la politique industrielle, des réponses dans les régions avec les transports en commun ou les soins, les services de soins, les circuits courts agricoles, il y a des réponses. Et il y a des réponses aussi dans la tête de chaque citoyen. On a l'impression quand même au fil des mois, au fil de votre journal, que le Brexit a agi, si j'ose dire, comme un vaccin. Aujourd'hui, plus personne ne veut partir. Rappelez-vous, à l'époque, on disait, oui, il y aura le Frexit, il y avait dans chaque pays des partisans de l'imitation des Anglais. On ne les entend plus. Même en France, il n'y a plus un leader sérieux qui dit, il faut quitter l'Union européenne. Oui, alors je ne prononcerai pas le mot de vaccin dans ce cas-là, je dirais comme une pédagogie peut-être. Hein. Et on a fait tout au long de ces 4 années beaucoup d'explications. J'ai joué la transparence, j'ai joué l'explication publique parce que je pensais que cette négociation tellement importante ne pouvait pas être secrète et réservée à quelques négociateurs derrière des rideaux. Donc la pédagogie de cette négociation a montré que ça avait beaucoup de conséquences, beaucoup plus de conséquences que les gens qui ont voulu le Brexit ne l'ont dit, en plus du fait qu'ils ont menti. Maintenant, je ferai attention parce que je pense que, même s'ils le disent moins, on n'entend plus Madame Le Pen, effectivement. Je cite ces mots au tout début du livre. Elle parle des Britanniques qui se libèrent de la servitude, comme si les mots n'avaient pas d'importance. Elle ne le dit plus aujourd'hui, mais je pense qu'elle a gardé les mêmes idées, même si elle est assez habile pour ne pas en parler. Dans l'application de tout ce que vous avez négocié, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Pour les concombres des îles Canaries, pour le fromage mi-chèvre, mi-vache de Chypre, pour la pêche française, pour les douanes. Finalement, ça tient. Il y a des jours compliqués, mais ça marche. Nous avons trouvé un accord, ça a été l'objet de 4 années de négociations avec une équipe exceptionnelle qui m'a entouré de la Commission, avec la confiance des 27 chefs d'État que j'ai cultivée pendant 4 ans, avec la confiance du Parlement européen. J'ai essayé de trouver des solutions. Vous parliez des fromages ou des productions agricoles, nous avons protégé avec les Britanniques
durablement pour l'avenir dans nos futurs accords réciproques, ce qu'on appelle les indications géographiques, le Beaufort de Savoie ou le whisky écossais. Sur la pêche, c'est un problème difficile parce que nous étions demandeurs, nous pêchons beaucoup plus dans les eaux britanniques qu'ils ne pêchent chez nous, et nous avons trouvé un accord qui n'est pas idéal mais qui est équilibré, il faut maintenant qu'ils le respectent. Là, il y a un problème à la fois pour l'Irlande où c'est le plus sérieux, mais aussi pour la pêche, que les Britanniques respectent ce qu'ils ont signé, c'est ce que nous attendons d'eux. Vous citez les deux dossiers les plus chauds, la pêche, l'Irlande. L'Irlande, il y a une dimension dramatique supplémentaire. On le voit à chacun de vos voyages. Il y a une frontière, il y a deux nations en une seule. Le risque que la paix signée entre les deux Irlandes explose à cause d'une mauvaise application du Brexit, il est encore réel ? Oui, pour que la paix dure, et cette paix est fragile, il ne faut pas qu'il y ait de frontière sur l'île, au milieu de l'île. Or, ce milieu de l'île, maintenant, c'est la limite entre notre Union européenne, avec la République d'Irlande, et le Royaume-Uni. Donc nous devons contrôler les produits. Pour être plus simple, je dirais qu'une vache, par exemple, qui part d'Angleterre, qui arrive à Belfast, dans le même pays, le Royaume-Uni, cette vache, elle rentre en France. Donc il faut la contrôler, ne serait-ce que pour des questions de sécurité sanitaire ou alimentaire. Donc oui, la paix est très fragile. Et comme vous l'avez dit, en Irlande, ce n'est pas une question de marchandises ou de frontières commerciales, c'est une question d'hommes et de femmes qui veulent la paix. Ce conflit en Irlande du Nord a provoqué 4000 morts. Il n'est pas si lointain, 20 ans. Donc il faut faire attention. Et moi, j'ai toujours été très proche des Irlandais. Je raconte dans ce livre une rencontre privée avec une vingtaine de femmes à Dungannon, c'est au sud de Derry, Londonderry, ou à la frontière d'Irlande du Nord. Et ces femmes pleurent en me disant on vous en prie, faites en sorte que ça ne recommence pas. Vous dites il faut que les Anglais jouent le jeu, respectent l'accord. Les Anglais ou Boris Johnson ? Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité Boris Johnson, un homme politique dans lequel on ne peut pas avoir confiance ? Boris Johnson, c'est le Premier ministre britannique. Donc je ne sais pas s'il représente tous les Anglais, certainement pas, mais il représente son gouvernement avec une majorité claire. Et nous attendons de ce gouvernement et de M. Johnson sur un accord qu'il a négocié virgule par virgule lui-même. Les deux accords, nous avons fait deux traités en fait. Un en octobre 2019, c'est le Brexit politique, le divorce politique et institutionnel. Ils ont quitté l'Union européenne. Et puis plus récemment, un deuxième accord sur le Brexit économique. Et ils ont quitté le marché unique. Ces deux accords, c'est M. Johnson qui les a négociés finalement, ligne par ligne, virgule par virgule, et nous attendons rien de moins, rien de plus qu'il respecte la signature du Royaume-Uni. Oui, mais lui, il attend quelque chose de plus. C'est la fameuse phrase anglaise, le dicton que vous citez souvent dans le livre. Avoir le gâteau et le manger. Have the cake and eat it. Le beurre et l'argent du beurre, dirions-nous en français. Oui, c'est ça, Boris Johnson. Le beurre ou l'argent du beurre. Et en Allemagne, vous savez qu'on dit, c'est aller danser dans deux mariages à la fois. Voilà, il veut danser dans deux mariages. Oui, mais ça, nous avons dit non. No way, pour être tout à fait simple. Ils quittent le marché unique, c'est leur décision, ce n'est pas la nôtre. C'est eux qui quittent l'Union européenne, ce n'est pas nous qui quittons le Royaume-Uni. Et donc, il n'était pas question, il n'a jamais été question que les conséquences de ce divorce touchent ou fragilisent le marché unique. C'est notre principal atout. Vous savez, la principale raison pour laquelle M. Biden aujourd'hui, ou M. Trump hier, ou le président chinois respectent les Européens, c'est le marché unique. Le Brexit ne sera-t-il vraiment terminé que quand l'Écosse aura pris son indépendance pour réintégrer l'Union européenne ? Parce qu'ils ont voté contre le Brexit. Ils veulent revenir, les Écossais. Il y a des conséquences systémiques au Brexit qui n'ont pas été bien expliquées ou bien mesurées, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je ne l'ai jamais fait. Je respecte la vie politique britannique. J'ai rencontré tout le monde. La première ministre, la First Minister d'Écosse était très souvent à Bruxelles et nous nous sommes parlé souvent. J'ai écouté, je n'ai jamais négocié avec elle, pas plus qu'avec d'autres présidents de l'Irlande du Nord ou du Pays de Galles. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat institutionnel. C'est aux Britanniques de décider de leur destin. Vous citez De Gaulle, une vieille conversation avec Churchill. L'Angleterre est une île, la France le cap d'un continent, l'Amérique un autre monde. Mais nous en sommes toujours là. Oui, ça n'empêche pas que depuis De Gaulle, et d'ailleurs lui-même, ont essayé de changer les choses et qu'il faut connaître l'histoire et la géographie qui est très importante, respecter les cultures, mais ne pas accepter que l'histoire domine nos décisions d'aujourd'hui. Je pourrais citer des conversations que j'ai eues avec François Mitterrand aussi sur ce sujet à propos des Balkans. Nous avons besoin de respecter, de connaître l'histoire, la géographie, mais nous pouvons, avec une volonté politique, changer la donne, et c'est ce que nous faisons au niveau européen,
progressivement, lentement, parfois trop lentement, en respectant les peuples, les identités nationales, mais nous réussissons ce projet de mutualisation du continent européen, sans quoi nous sommes sous-traitants et sous influence définitivement de la Chine ou des États-Unis. Moi, je ne me suis pas engagé en politique et je ne reste pas militant et actif dans le débat politique pour que mon pays soit sous-traitant. Hein. Et donc on a l'impression qu'il faut que maintenant que l'Europe aille plus loin dans des tas de domaines, plus loin dans sa souveraineté pour exister face à la Chine. On voit Emmanuel Macron en filigrane de votre livre, parce qu'évidemment, il est président dans une partie de cette époque. Son discours de la Sorbonne, septembre 2017, est-ce que c'est votre vision de l'Europe ? J'ai retrouvé dans ce discours beaucoup d'idées ou de projets, même concrètement, la Force européenne de protection civile que j'avais écrit ou proposé quelques années plus tard. Donc il y a des traits communs. Et pour tout dire, je suis heureux que le président actuel de notre pays soit un président qui veuille une France européenne. Hein. Et donc, je retrouve des idées à coup sûr. Après, la manière de les délivrer, de les imposer dans le débat, de convaincre les autres, c'est une autre question. Sa présidence française de l'Union européenne au début 2022, c'est un moment clé. Angela Merkel a bouclé le Brexit et le plan de relance avant de partir. Emmanuel Macron doit ouvrir la page suivante. On voit bien qu'une présidence est importante. Madame Merkel a bouclé pendant la présidence allemande, avec les leviers que donne une présidence pendant 6 mois de présider le Conseil des ministres. Alors c'est un moment un peu difficile ou particulier, puisque c'est le moment où il y aura un renouvellement et un changement de président de la République en France. Il faut que cette présidence soit la présidence de la France et pas seulement de l'exécutif actuel. Donc il faut que l'exécutif fasse attention. Écoute les autres. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'au sein de ma famille politique, les Républicains, où le débat européen a toujours été très vif et parfois tendu, j'ai lancé un groupe de travail avec les députés, les sénateurs, les députés européens des Républicains sur le thème patriote et européen, simplement pour concilier ce que nous ne faisons pas toujours, ce que Nicolas Sarkozy avait réussi en 2007 et en 2009, j'étais son ministre, à concilier l'engagement européen avec le patriotisme. Pendant ce temps-là, et revenons en France, 2 Français sur 3 se sont abstenus dimanche dernier au premier tour des régionales. Pour le gaulliste que vous êtes, est-ce que ce n'est pas le signe que la Ve République est à bout de souffle ? Oui, ou alors un certain nombre de pratiques politiques. Je crois que les institutions fonctionnent bien. Je pense même qu'on devrait revenir dans la pratique du pouvoir, dans le partage des rôles entre le chef de l'État qui dirige de manière trop solitaire, me semble-t-il, ce pays, le gouvernement, le Parlement, les syndicats, les collectivités territoriales. Je pense qu'on devrait revenir à une pratique plus conforme à ce qu'elle était sous le général de Gaulle, me semble-t-il. Mais la question de cette crise civique est extrêmement importante. Je ne crois pas que ce sont les institutions. Peut-être une partie de l'explication est-elle dans le fait qu'on ne voit plus bien sur le terrain le lien entre le territoire et les élus. Il y a eu trop de changements. Notre décentralisation est confuse. Oui, elle est devenue confuse. On a modifié, on a tarabiscoté les frontières des cantons, des régions, on a changé les compétences et on ne voit plus bien ce lien. C'est plus très clair. Voilà ce que je pense. Je pense qu'un effort devra être fait pour simplifier, pour clarifier les responsabilités entre les différents échelons de pouvoir et d'autorité en France. Alors, je ne veux pas vous harceler avec des questions sur votre éventuelle candidature à la présidentielle. Vous reviendrez plus tard pour ça. Mais est-ce que les déchirures venues de la campagne des régionales ne vont pas compliquer le jeu à droite dans votre famille politique ? Oui, d'abord, cette élection régionale, elle montre que les Français veulent un vrai changement de pouvoir en France, et ça sera l'objet des élections présidentielles. Ils veulent aussi un changement des pratiques politiques, y compris de tous les partis, le nôtre. On doit s'interroger pour essayer de convaincre les Français de l'intérêt de s'engager. Parce que vous savez, si vous ne vous engagez pas en politique, y compris par votre bulletin de vote, c'est la politique qui s'occupe de vous. Hein. Et à droite, dans la droite républicaine, qui est ma famille, avec le centre avec lequel nous travaillons, il y a eu le soutien assez fort à des présidents de région, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Jean Rottner, je ne peux ne citer qu'eux, aussi Renaud Muselier, qui ont fait du bon boulot, qui ont fait du bon travail. Donc ça, c'est le paradoxe de cette famille politique, Christophe Barbier, c'est que nous avons un projet politique qui correspond à ce que souhaitent les Français, au centre de gravité des attentes des Français. Nous avons des élus les plus nombreux, des militants, malgré une faiblesse générale des partis, les plus nombreux. Nous avons des hommes et des femmes qui sont capables de constituer un bon gouvernement, et des hommes et des femmes expérimentés. Et jusqu'à maintenant, et c'est le défi des mois prochains, de tous ces talents, de toutes ces forces, nous n'avons pas réussi à faire une force collective. Donc il faudra le faire, parce qu'on aura besoin d'un chef d'équipe. Oui, et il faudra une méthode pour ça. Vous faites confiance à votre famille politique pour trouver la bonne méthode, ou ça va se faire à coup de sondage ?
les sondages peuvent éclairer un débat et montrer où se trouvent les uns et les autres. Je fais confiance à la lucidité, au pragmatisme, à l'esprit de responsabilité de chacun de ceux que j'ai cités, de quelques autres, pour être autour d'une table et se dire faisons un travail d'équipe. Choisissons de soutenir un projet en commun et choisissons entre nous un chef d'équipe. Je pense que c'est possible par une attitude de responsabilité individuelle et collective, oui, je pense. Avec un calendrier qui est la fin de l'année ou le début 2022, ou il faut aller plus vite? Le plus tôt sera le mieux, parce que vous voyez bien que les Français sont dans l'attente de projets politiques, d'incarnation de ces projets politiques, et pour notre famille politique, au lendemain de ces élections régionales, je pense que le plus tôt sera le mieux. Michel Barnier, La Grande Illusion, c'est chez Gallimard, ça se lit comme un roman, parce qu'en fait, c'est un roman, c'est le roman de notre vie européenne. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.